conférence. Bonjour à tous. Est-ce que du côté du son, c'est bon? Ça va à peu près? Bon. Alors donc cette conférence s'intitule Nouvelles technologies, quel métier pour demain? Et nous sommes 3 conférenciers, on attend peut-être un 4e. Et on va démarrer néanmoins la conférence maintenant. Alors, on va commencer par une petite présentation rapide de qui nous sommes et de quelles institutions nous représentons. Alors je commence et puis je passerai la parole à mes camarades. Donc, je suis donc le président du pôle universitaire Léonard de Vinci qui comporte 3 établissements d'enseignement supérieur, et dont 2 concernent les nouvelles technologies. Il s'agit de l'école d'ingénieurs ESSILV, l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci, qui a eu un stand sur ce salon, et qui, parmi les orientations qu'elle propose notamment une filière du côté de l'informatique et des sciences du numérique, mais également une filière dans le domaine de la finance, et la finance en monde de l'ingénierie fait beaucoup appel à l'informatique et donc aux nouvelles technologies. Et puis il y a un autre établissement au pôle Léonard de Vinci qui concerne les nouvelles technologies, qui s'appelle l'Institut de l'Internet et du Multimédia, qui lui davantage n'est pas une école d'ingénieurs en tant que telle, mais une formation en 5 ans, qui prépare à des métiers autour de l'Internet, des jeux vidéo, du multimédia, de la communication numérique, communication digitale. Voilà 2 établissements. Alors on va reparler un petit peu de tous ces cycles, mais je vais d'abord laisser la parole à mes camarades pour qu'ils se présentent. Christophe Beaujou à ma gauche. Oui, bonjour, Christophe Beaujou, je suis directeur de l'ECE. Donc l'ECE est une école d'ingénieurs, travaille essentiellement sur justement les aspects technologiques autour du numérique, à savoir les systèmes d'information, les systèmes embarqués, les télécommunications et réseaux. Il y a également des voies orientées sur l'énergie, donc une approche plus transversale, avec à l'appui de ces technos que je viens d'évoquer, la santé, le monde des transports et les finances. Le CE est dans un groupe plus global où à l'intérieur il y a également une école qui est dédiée au monde IT, avec une approche aussi bien technique que managériale. Ce sont des bachelors sur 4 ans avec une expérience d'1 an à l'international qui ouvre le secteur du numérique, mais avec une approche aussi de management. Voilà, et on est dans le 15e. Gilles. Bonjour, Gilles Carpentier, je suis professeur responsable des Master of Science en technologie de l'information de l'Institut supérieur électronique de Paris, dans le 6e arrondissement. Nous sommes une école plutôt généraliste dans les technologies du numérique, avec à la fois un cycle ingénieur, des Master of Science, des masters spécialisés, et aussi des classes préparatoires intégrées, et un cycle international juste après le bac. Et on va jusqu'au doctorat avec l'université de Paris 6. Alors, si on prend donc l'intitulé de cette conférence, Nouvelles technologies, donc je vous propose ce que nous essayons de définir un peu plus précisément ce que l'on entend par nouvelles technologies, là, dans ce que les uns et les autres ont évoqué. On a parlé du numérique, qui est évidemment au centre des nouvelles technologies. Alors Christophe, quand on dit nouvelles technologies, tu réponds quoi? C'est un champ extrêmement large, je dirais, qui mêle aussi bien l'informatique à tout niveau, l'électronique, et qui s'adresse à tous les secteurs d'activité. Il faut bien voir que le numérique, on parle même de révolution numérique, elle s'adresse à tous les niveaux des corps de métier. Le dernier Airbus A380, je dirais le moindre écrou du fuselage a été designé sous des logiciels, donc on est encore déjà dans l'ère numérique. La santé, vous allez maintenant dans des salons, enfin des hôpitaux qui sont extrêmement numériques, où les technologies sont un outil pour les praticiens. L'énergie, les bâtiments basse consommation, dont toute cette consommation est régulée par les technologies, sont encore un domaine où elles interviennent. Donc c'est un champ extrêmement large qui s'appuie encore une fois sur l'électronique et l'informatique au sens large. Oui, en fait, le numérique, vous en avez tout autour de vous. Vous avez tous des téléphones mobiles qui contiennent des systèmes de plus en plus sophistiqués. Votre télévision, maintenant, elle est reliée à l'Internet.
votre four à micro-ondes, j'en ai démonté un récemment parce qu'il était tombé en panne, j'ai trouvé quand même 2 microprocesseurs dedans, ça fait beaucoup tout ça. Votre voiture maintenant, vous l'emmenez chez le garagiste, s'il n'est que mécanicien, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Il va falloir qu'il fasse appel à des outils de mesure qui vont aller sonder l'état de la voiture pour savoir finalement qu'est-ce qui est en panne, etc., etc. Le numérique, on baigne dedans et de plus en plus, c'est l'aspect, tout est communicant, tout est mobile, tout est embarqué. C'est un peu ça qu'aujourd'hui, ce monde est en train de mélanger un peu tout. On bouge, on a toutes ces informations où qu'on soit, partout, on peut travailler n'importe quand, n'importe où, on peut se distraire n'importe quand, n'importe où. C'est ça aujourd'hui qui change, ces technologies qui changent le monde. Et on parle beaucoup d'électronique, on parle beaucoup d'informatique, mais la mécanique elle-même, la micromécanique, la mécatronique, les nanotechnologies, notamment dans le médical, c'est-à-dire des tout petits nanorobots qui vont déposer des médicaments juste à l'endroit où il faut pour vous soigner, ce sont des choses qui, dans les années à venir, vont prendre de plus en plus d'importance. Voilà, juste pour compléter un petit peu, je crois que ce qui émerge de ces deux témoignages, c'est cette question de la diffusion massive de ces technologies logicielles, électroniques, capteurs, micro-capteurs, nano-capteurs, dans tous les environnements, qu'ils soient d'ailleurs personnels ou professionnels, dans tous les secteurs d'activité, je crois que c'est bien ça qui a été relevé, aussi bien dans le monde des transports, dans le monde du génie civil, dans le monde de la médecine, mais aussi dans le monde de l'éducation. On parle aujourd'hui de systèmes d'enseignement online, et tout ça est basé sur des technologies, des nouvelles technologies de réseau, d'images, de vidéoconférences, etc. Et on voit bien que ces nouvelles technologies, effectivement, se diffusent profondément dans tous les secteurs d'activité. Et tout ça n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que ces secteurs se transforment, sont obligés finalement de faire de plus en plus appel à des spécialistes dans ces technologies, car ces technologies sont complexes. Moins vous les voyez, et plus elles sont complexes. C'est-à-dire qu'autrefois, on ouvrait un poste de radio, on voyait des transistors, on voyait des trucs, on pouvait presque arriver à voir un peu un schéma électronique en ouvrant un peu de radio. Aujourd'hui, dans votre automobile, vous ne voyez plus rien. Et d'ailleurs, vous ne voyez plus rien parce qu'une bonne partie de ce qui s'y déroule et se fait sous forme de logiciel, c'est-à-dire des choses invisibles. Ça repose sur de la programmation. Et tout ça demande énormément de compétences, de spécialistes et de gens correctement formés pour maîtriser ces technologies, les maintenir, les développer et surtout peut-être encore innover, développer les technologies suivantes. Voilà. C'est un peu ça l'enjeu d'une conférence comme celle-là, c'est de vous sensibiliser, ou tout au moins de vous informer sur ce que vont représenter ces nouveaux métiers qui nécessitent bien sûr d'être au moins pour une bonne partie d'entre eux des scientifiques, car ces technologies elles reposent sur des sciences, en particulier sur des sciences physiques. Quand on parle d'électronique, il y a des composants, quand on parle de nanotechnologie, il y a des nanocomposants, des choses au niveau des atomes, etc. Et donc finalement la maîtrise de ces technologies va passer par des formations bien souvent scientifiques et technologiques, bien sûr, pour ensuite les maîtriser. Alors on peut peut-être justement d'ailleurs passer un petit peu de temps sur ces questions de formation. Nous représentons tous les trois des établissements qui diplôment à Bac+5, ingénieur ou certification professionnelle de niveau Bac+5. C'est pas totalement un hasard. C'est parce que dans ce monde-là, on a besoin, majoritairement peut-être, de compétences de haut niveau et donc de jeunes ayant fait des études longues. Néanmoins, il y a la place pour des tas d'autres métiers auxquels permettent d'accéder des formations plus courtes, que ce soit des formations du type BTS, brevet de technicien supérieur, des DUT, diplôme universitaire de technologie, des licences professionnelles, etc. Alors peut-être Christophe, du côté des métiers, justement, à la sortie d'une école comme l'ECE, qu'est-ce qu'on peut, et dans le domaine des nouvelles technologies bien sûr, qu'est-ce qu'on peut identifier? Alors, concrètement, en termes de technologie, donc on a parlé d'électronique et d'informatique, l'intitulé du poste va tourner autour de ça. Ingénieur, système embarqué, ingénieur
développeur sur des aspects Java et dans les systèmes d'information ou operating system. Mais ce qui va changer, je dirais, c'est là où vont intervenir ces ingénieurs. Je vous parlais tout à l'heure de santé. Bon, il y a une très belle société française qui a fait était sur les feux d'Aran récemment, Carmat, qui a créé le cœur artificiel pour des patients en déficience cardiaque. Voilà une belle opération où vous avez une collaboration d'ingénieurs qui venaient en plus du monde de la défense, de chez EADS, avec des très grands chirurgiens, des cardiologues, pour pouvoir permettre la réalisation d'un tel projet. La santé, j'évoquais tout à l'heure, ce monde-là, au-delà des hôpitaux, vous avez maintenant ce qu'on appelle les hôpitaux déportés, le maintien à domicile. Ça nécessite des technologies, mais les technologies en elles-mêmes, elles sont froides. La technologie, c'est rien. C'est l'usage qu'on va en faire. Et cet usage va permettre justement de réunir des champs, des corps de métier pour faire des vraies avancées. La santé en est un. L'énergie également, je parlais de bâtiments pour basse consommation, ça veut dire que des ingénieurs, eux, ils savent faire des produits, mais est-ce qu'ils sont adaptés au bâtiment une fois que le bâtiment est construit? Non. C'est à la source que ces ingénieurs doivent travailler avec les gens du BTP pour faire que ces produits soient intégrés complètement dans un écosystème BTP électronique et faire en sorte qu'ils jouent leur rôle de régulateur thermique, si on parle de régulation thermique, ou bien, je dirais, de confort au sein de l'habitat. Vous voyez, c'est tous les métiers qui vont être à la frontière de ces domaines pour répondre à des enjeux sociétaux. La consommation d'énergie, la santé, la mobilité en est un autre. Maintenant, je dirais que le prochain iPhone qui va sortir, il va vous réveiller, il va optimiser votre réveil, c'est-à-dire qu'il va être en relation avec la carte de routière de Paris, il va voir les bouchons, il va dire tiens, aujourd'hui il va falloir que tu anticipes ton réveil parce que le périph' est bloqué. Il va même arranger votre garde-robe pour vous dire bon, aujourd'hui tu as une réunion, il va regarder dans l'agenda, tu as une réunion avec un tel, il va dire ben voilà ton costume, ce que tu devrais prendre. Vous voyez, c'est tout cet aspect qui va arriver. Qui va être, en fait, les technologies elles sont là, mais comme on dit tout à l'heure, elles sont froides, elles ne feront rien. C'est l'usage qu'on va en faire qui sera le pertinent et c'est là que les métiers vont trouver sens. Alors, est-ce qu'on peut citer des métiers? Gilles? Alors, des métiers, de toute façon, il y aura toujours, quelle que soit la technologie et le secteur d'activité dans lequel l'ingénieur va œuvrer, il y a des métiers qui sont plutôt du côté de l'utilisateur final, en maîtrise d'œuvre. Vous êtes dans une société, comme par exemple un constructeur automobile, vous êtes dans une papeterie, vous êtes dans un hôpital, et vous allez, vous, définir les besoins, vous allez spécifier, dire comment il faudrait faire pour améliorer le système, ou pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, et vous allez dialoguer avec des informaticiens. Ça, c'est un métier où on est plutôt près des futurs utilisateurs et on doit imaginer, donc il faut un peu d'imagination, d'empathie, se mettre à la place d'eux, dire voilà le besoin, il faut l'exprimer. Ça nécessite des qualités rédactionnelles, des qualités d'audit, donc beaucoup un peu de psychologie, et capable de transformer toutes ces informations en quelque chose de compréhensible, de consommable par des scientifiques, des informaticiens, donc de transformer une logique verbale en une logique formelle, jargon. Donc des gens qui sont très en amont, très proches de l'utilisateur. Ensuite, il y a ceux qui vont créer, réaliser, développer le système. Il y a ceux qui ensuite vont aider à déployer toute cette nouveauté parmi les utilisateurs. Donc, de toute façon, quel que soit le secteur d'activité et, je dirais, la technologie utilisée, il y a toujours trois, je dirais, facettes dans le métier d'ingénieur de ce point de vue-là. En amont, on imagine, il y a ceux qui réalisent, et puis il y a ceux qui vont déployer, qui vont être sur le terrain. Et puis, après, on peut découper par disons, grande technologie, mais dans les métiers, effectivement, le mot système embarqué revient de plus en plus souvent, car aujourd'hui, on a une sorte de révolution industrielle, un peu comme il s'est produit au XIXe siècle. Au début, il y avait le moteur. Il y avait un moteur, c'était l'objet central d'une usine. À
partir du moteur, il y avait des transmissions, des courroies vers l'ensemble des machines qu'il pouvait y avoir dans l'usine pour fabriquer telle ou telle chose. Et puis le moteur est devenu de plus en plus petit, de moins en moins cher, et le moteur il a disparu parce que maintenant il est dans la machine. Le moteur de votre voiture il est dans la voiture, le moteur de votre machine à laver il est dans la machine à laver. Et bien l'ordinateur, qui aujourd'hui était la pièce centrale du système d'information d'une entreprise, lui aussi il disparaît. Le micro-ordinateur a commencé par le réduire, et aujourd'hui, avec la notion de système embarqué, l'ordinateur, vous l'avez dans la poche. Vous l'avez dans votre machine à laver, vous l'avez dans votre téléviseur, vous l'avez partout. Et donc, il est en train de disparaître. Mais il est en train de disparaître parce que vous ne le voyez pas. Mais en fait, il est partout. Et avec Internet, ce qu'on appelle aussi le cloud computing, eh bien, non seulement l'ordinateur il disparaît, mais on ne sait même plus où il est. Les données non plus. Elles sont là où vous en avez besoin, mais elles vous suivent partout. Pas dans votre poche, mais vous y accédez. Eh bien, ça, cette révolution-là fait qu'il y a une dématérialisation totale des objets technologiques sur lesquels on travaille. Alors, on va aussi vous inviter à poser vos questions, hein, parce qu'on sait bien que le champ est très vaste. On n'a pas parlé, par exemple, des jeux vidéo. Je sais qu'il y a toujours des gens intéressés, des jeunes intéressés par ce secteur-là, parce que c'est aussi un secteur de nouvelles technologies. On peut aussi aller dans les nouvelles technologies sans être un technologue effectivement complet, parce que ces technologies, il faut aussi les vendre, il faut les mettre en application. On peut aussi faire du management et des écoles de management et s'orienter vers des métiers qui touchent aux technologies, avec le commerce électronique, etc. Enfin, le champ est très vaste. Je voudrais juste qu'on balaye quand même rapidement les grands domaines de formation finalement relatifs à l'enseignement supérieur. Je l'évoquais tout à l'heure, donc BTS, donc brevet de technicien supérieur, c'est un diplôme en 2 ans post-bac et qui permet d'aller vers un certain nombre de technologies, nouvelles technologies pour certains BTS. Alors je crois qu'il y a le BTS SEO, hein, c'est ça, système informatique et organisation, il y a un BTS électronique, un BTS électrotechnique, je crois. Voilà. Il y a un certain nombre d'intitulés de BTS qui permettent d'aller dans ces métiers-là. Au niveau des DUT, diplômes universitaires de technologie, ce sont également des diplômes en 2 ans, post-bac. La différence avec le BTS, c'est que ça se déroule sur des campus universitaires, au sein des universités françaises. Et là, on a des DUT qui emmènent vers les nouvelles technologies. Il y a un DUT informatique, il y a un DUT réseau et télécom, il y a un DUT services et réseaux de communication, qui est un peu différent, plus sur les contenus. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre de possibilités comme celle-là. Il existe également des intitulés de licence au sein de l'université, licence d'informatique, licence professionnelle, avec des intitulés plus ou moins précis autour des métiers de l'Internet. Et puis bien sûr, les filières dont on a peut-être le plus parlé implicitement, les écoles d'ingénieurs qui représentent, il est vrai, une certaine voie royale pour aller dans les technologies. Des écoles qui sont post-bac. Là, les 3 dont nous avons parlé, d'ailleurs, l'ECE, l'ISEP et les CILF sont des écoles post-bac, c'est-à-dire qu'on peut y rentrer dès le bac, en passant un concours, bien sûr, mais on peut aussi y rentrer après un bac plus 2, en ayant fait éventuellement une prépa classique, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles, en ayant présenté nos établissements à travers ces concours. On peut aussi y rentrer, d'ailleurs, après avoir fait un bac plus 2, du type de ceux dont je parlais tout à l'heure, un DUT. On peut faire un DUT et poursuivre en école d'ingénieur. Il existe un grand nombre finalement de trajectoires pour aller dans ces établissements. Et au sein des universités, après la licence, il existe aussi des masters, des cycles masters en 12 ans, qui emmènent à un niveau bac plus 5 dans les domaines scientifiques et technologiques. Bon, ça c'est finalement le paysage général de l'enseignement supérieur, il n'est pas propre aux nouvelles technologies, mais lorsqu'on veut aller vers les nouvelles technologies, on peut emprunter à peu près tous ces chemins-là. Voilà. On va peut-être... vous avez quelque chose à ajouter? Pour ajouter, il y a la possibilité aussi de passer par l'apprentissage. Oui. Toutes ces voies. Même terminer l'école d'ingénieur en formule d'apprentissage. Voilà. Sur les parcours, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? De toute façon, il existe des passerelles entre ces différentes filières. On peut très bien effectivement commencer par un DUT, en génie électrique, en génie informatique,
et ensuite intégrer le cycle ingénieur. Pour les BTS, c'est aussi possible. Il faut savoir qu'après un BTS, il y a ce qu'on appelle l'ATS, une année spéciale de mise à niveau en sciences fondamentales et en mathématiques, pour pouvoir intégrer la première année du cycle ingénieur. Et puis, c'est notre cas à l'ISEP, après le cycle ingénieur, il y a des masters spécialisés, par exemple en cloud computing ou en protection des données à caractère personnel. Et puis, un certain nombre de nos élèves ingénieurs continuent leurs études en doctorat, puisque nous faisons partie de l'école doctorale de l'Université de Paris. Je pense qu'une chose qu'il est souhaitable d'ajouter, c'est que les entreprises, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'étranger, manquent de ces compétences dont on parle. Ces compétences dans le domaine des nouvelles technologies, on en manque partout. Ce qui veut dire que lorsqu'on se forme à ces métiers, eh bien, on n'est pas à chercher des emplois, on choisit ses emplois. Et ça peut paraître un peu iconoclaste dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde où le mot chômage revient 10 000 fois par jour dans la bouche de tous les opérateurs politiques et économiques. Néanmoins, c'est vrai, sur ce secteur-là, il y a un déficit de compétences indiscutable et nos diplômés trouvent du travail très rapidement, très bien, très correctement rémunéré, dans les pays qu'ils souhaitent, dans les secteurs d'activité bien souvent qu'ils souhaitent aussi, parce que lorsqu'on est formé, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la diffusion de ces technologies dans tous les secteurs fait qu'on peut même choisir son secteur. On peut aller dans l'aéronautique, on peut aller dans la grande distribution, on peut aller dans le secteur du bâtiment, on peut monter sa propre entreprise, on peut faire des tas de choses. Il y a un champ des possibles, comme on dit, qui est vraiment extraordinaire et qui d'ailleurs se traduit très concrètement, à savoir que les entreprises, elles cherchent à recruter. On est sur un marché d'offres et de demande, où finalement la demande est supérieure à l'offre. L'offre, c'est nous qui la produisons, ce sont ces jeunes diplômés que nous mettons sur le marché du travail. La demande, c'est celle de toutes ces entreprises. Eh bien, elles viennent dans nos établissements pour passer du temps, repérer nos élèves, proposer des stages le plus tôt possible, sachant qu'un stage, ça peut permettre derrière une embauche. C'est dans cet environnement-là, finalement, que nous vivons. C'est plutôt confortable, surtout pour nos étudiants. C'est parfois difficile pour nous de trouver des enseignants, parce que justement, nous aussi, on a besoin de compétences, et qui parfois sont tellement bien rémunérées dans le monde de l'entreprise que la difficulté, on la retrouve chez nous. Néanmoins, on y arrive, parce qu'il y a beaucoup de gens passionnés là-dessus, passionnés par la transmission du savoir. Voilà, mais je crois que c'est important pour les jeunes et pour les familles de savoir que quand on va dans ces secteurs-là, eh bien, on aura un courant finalement qui nous poussera, on ne sera pas à contre-courant en train de ramer dans une conjoncture défavorable, on a au contraire un courant qui nous pousse dans une conjoncture favorable et qui du coup permet de choisir. Alors après, à chacun la responsabilité de ses choix, de saisir les opportunités qui se présentent, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En revanche, ce sont des... c'est pas en revanche d'ailleurs, par ailleurs, ce sont des métiers qui évoluent rapidement. Par définition, on parle de nouvelles technologies, et le mot nouveau, on ne le retire jamais. Alors que quelque chose de nouveau, normalement, devient ancien au bout d'un certain temps, eh bien, on parle toujours de nouvelles technologies, parce que c'est le propre de ces nouvelles technologies, c'est qu'il y a des innovations en permanence, et que les innovations mettent au cimetière les technologies d'avant, et que par conséquent, les spécialistes dont nous parlons, au cours de leur carrière, doivent mettre à jour leurs connaissances de façon soutenue, régulière, et il faut avoir l'envie, la curiosité de continuer à se former toute sa vie. Voilà, ça fait partie de ces métiers. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Et si on ne sait pas répondre, on vous le dira. Je répète la question, donc effectivement, les technologies évoluent. Comment faisons-nous dans nos écoles pour nous maintenir à niveau finalement et faire évoluer nos programmes? Gilles? Christophe? Oui, écoutez, donc Pascal l'a dit à l'instant, c'est la connexion aussi avec le monde de l'entreprise qui est indispensable au sein des écoles. Donc on a énormément d'interventions d'entreprises dans les écoles, et notamment le CE aussi, et la recherche. La recherche également, et la recherche n'est pas propre à l'école, la recherche est connectée, elle est connectée avec d'autres labos, elle est connectée avec l'entreprise, et c'est grâce à ça qu'on identifie
justement ces technologies, ces nouvelles technologies qui vont remplacer, et puis on identifie les usages, on identifie cette transversalité d'utilisation qui nous permet justement de mettre à jour nos formations, mettre à jour, je dirais, l'approche pédagogique même, puisque ça évolue, hein, on n'est plus forcément sur le cours TDTP, il faut apporter à ces étudiants un autre axe. L'apprentissage, apprendre par projet, est une belle méthode pour justement prendre des risques et avoir le droit à l'erreur. Donc tout ça aussi fait partie de cette pédagogie innovante qui est en place dans les écoles. Et juste pour rebondir sur ce que disait Pascal, c'est que face à vous, alors, vous avez un champ énorme. Vous avez vraiment un potentiel. Les technos, elles sont là, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont froides. À vous de mettre un petit peu en musique tout ça pour créer des usages. Mais le potentiel est là. On identifie des marchés considérables sur ces technos qui ne sont pas du tout encore exploités. Dans tous ces secteurs d'activité, par exemple la santé, l'énergie, le commerce, l'agriculture, tous ces domaines vont être demandeurs de technologie, c'est clair. Donc allez-y, et je dirais l'entrepreneuriat doit être maintenant dans les ADN de vous jeunes. Vous pouvez y aller, allez-y. Vous avez les technos, vous avez même maintenant du support, parce qu'on travaille beaucoup en mode collaboratif. On voit même maintenant des entrepreneurs comme Zavinel qui achètent la Fressinet pour faire un incubateur géant, la mairie de Paris également, le ministère de l'économie numérique également. Vous voyez, ces méthodes de travail aussi changent le mode collaboratif. Je lisais récemment un article sur la trithérapie, les savants qui ont mis 15 ans pour trouver cette molécule, cette protéine contre le sida. Ils ont posé la problématique à la communauté à travers l'Internet. Il lui a fallu 3 semaines pour trouver le fameux brevet du pliage de la protéine pour, et répondre exactement à ce que les savants ont mis 15 ans à trouver. Vous voyez, c'est voilà, travaillons intelligemment, travaillons sur l'usage et le champ est à vous. Alors, en ce qui concerne l'évolution, donc l'adaptation de nos programmes à la réalité d'aujourd'hui et souvent de demain, il y a plusieurs manières de le faire. Premièrement, de toute façon, notre corps enseignant est un corps enseignant qui est en permanence en entreprise, que ce soit des intervenants extérieurs, il y a tous du monde de l'entreprise. Et puis les permanents, de toute façon, nous travaillons en recherche, en veille technologique dans les entreprises. Donc il y a un croisement entre les deux. On n'est jamais enseignant à 100%. Ça n'existe pas dans l'enseignement supérieur. Moi, je suis seulement à un tiers d'enseignement, je suis à un tiers recherche, un tiers avec l'âge administratif. Bon. Mais l'autre chose, c'est systématiquement les programmes. Il y a un comité de programme avec des personnalités du monde extérieur, de l'entreprise, des scientifiques qui disent voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a telle ou telle tendance qui se dessine, eh bien il faudrait, soit dans la manière d'enseigner, soit en ce qui concerne les technologies enseignées, eh bien il faut revoir les programmes de telle ou telle manière. Alors ça veut dire aussi qu'on expérimente beaucoup. Donc, comme l'a souligné mon collègue, le trio infernal, le cours magistral TDTP, ça commence depuis un moment à battre de l'aile. Souvent, effectivement, la pédagogie par projet, on inverse la situation. C'est pas le prof qui dit voilà comment il faut faire, c'est l'élève qui découvre ce qu'il faudrait faire. Donc on donne le sujet d'un projet, et puis au fur et à mesure, il découvre quels sont les problèmes, et puis petit à petit, finalement, on lui indique quelles sont les réponses aux questions qui se posent. Parce qu'un cours, c'est donner des solutions à un problème auquel l'élève n'est pas confronté. Donc généralement, ça rend ça. Tandis que s'il a un problème et qu'on lui apporte la solution, il est beaucoup plus réceptif. Voilà. Donc d'une part, il y a une révolution pédagogique, et d'autre part, une évolution des technologies. On est poussé en permanence par, d'une part, le monde extérieur, et puis nous-mêmes, nous sommes obligés, parce que nous sommes en entreprise, d'être en permanence, d'une part, nous mettre à jour nous-mêmes, et puis faire évoluer nos enseignements. Et là, je préciserai, je vais s'arrêter sur cette question-là. La commission d'éthique d'ingénieurs, celle qui nous donne cette habilitation
à délivrer le diplôme d'ingénieur vérifie que nous avons cette capacité justement au niveau du corps enseignant de recherche et d'exploration, et que nous avons aussi ces organes de conseil, de perfectionnement et des personnalités extérieures pour faire évoluer les choses. Mais c'est vrai, hein, c'est une vraie question, parce que dans les domaines dont on parle, les choses évoluent vite, ce qui est moins vrai dans d'autres domaines. Hein. Il y a d'autres secteurs, où les choses vont moins vite. Lorsque ça évolue vite, la difficulté, il ne faut pas se le cacher, c'est de faire la différence entre la tendance lourde et l'effet de mode. Hein. L'effet de mode, on n'est pas là pour l'enseigner, hein, c'est l'écume des technologies. En revanche, les tendances lourdes, on parlait tout à l'heure du cloud computing, de la mobilité, des systèmes embarqués, des objets communicants. Là, il est évident, on parle des big data maintenant, tout ça est identifié comme des tendances lourdes qui transforment les contenus et qui fait que, effectivement, et c'est aussi l'intérêt de nos cursus. Autre question, monsieur? Alors, je répète la question. On parle de plus en plus de systèmes embarqués, etc., d'objets, et quelle est la part logicielle dans tout cela, c'est ça ou... Et dans les filières. Gilles, c'est pourquoi ça? Effectivement, de plus en plus importante et prépondérante. Il ne faut pas se le cacher. l'ISEP, le E l'ISEP veut dire électronique, mais aujourd'hui, la partie matérielle devient relativement minoritaire par rapport à la partie logicielle. J'ai eu une réunion il n'y a pas si longtemps que ça avec le patron de Thales, donc un grand groupe d'électronique, de défense certes, mais d'électronique, et de plus en plus on m'a dit l'électronique ça s'achète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des fonctions dont on a besoin dans les systèmes qu'on construit, ben, la partie matérielle électronique, elle existe. Elle existe. Il y a de plus en plus l'innovation, la valeur ajoutée, notamment quand on parle de services pour la mobilité. Un opérateur de télécom, l'essentiel, je dirais, de sa valeur ajoutée, de son innovation, n'est pas dans la partie réseau, n'est pas dans la partie radio. La radio, aujourd'hui, ça marche. Les câbles, ils sont là. La fibre optique, bon, c'est un gros tuyau. C'est plus là que, je dirais, il y a la frontière. La frontière, elle est comment je vais trouver quelque chose d'intéressant pour mes utilisateurs, de nouveaux services, des choses dont ils ont besoin quand ils utilisent leur téléphone mobile. Et ça, c'est de plus en plus du service dans tout logiciel. Donc au niveau, par exemple, d'un opérateur comme Orange, eh bien, il y a une mutation complète, et on le voit en formation continue, d'ingénieurs télécom et transmission, au sens transmission du terme, qui évolue vers le service. Et c'est le service aujourd'hui qui est la frontière et je dirais la ligne de démarcation entre tel ou tel opérateur, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que finalement, au niveau matériel, ils utilisent tous les mêmes technologies au niveau physique. Et c'est pas sur ça qu'ils vont se démarquer. Est-ce que dans votre question, il y a comment vont évoluer les technologies logicielles, c'est ça? Oui, alors, il faut quand même savoir qu'en système embarqué, il ne suffit pas d'être un bon développeur logiciel ou système d'exploitation, il faut avoir quand même une bonne connaissance de l'électronique, du matériel, voire de la mécanique, la mécatronique, optoélectronique, et de plus en plus un peu de chimie et biologie, qui sont derrière, donc de grandeur physique, thermique, viscosité, capillarité, parce que tout ce que l'on fait en système embarqué, ça s'applique à des processus industriels, donc à des phénomènes physiques. Donc il faut quand même avoir cette connaissance pour apporter des systèmes logiciels, certes, en grande partie, mais qui doivent effectivement tenir compte de la réalité physique. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La partie électronique, elle est toujours plus réduite. Néanmoins, aussi, même en termes de logiciels, bon, on a certainement entendu parler de open source, c'est quand même des choses qui aussi arrivent et se diffusent énormément. On parlait de Thales tout à l'heure. Thales dit qu'il n'achète peut-être plus l'électronique, mais le logiciel aussi ne l'achète plus. Regarde de très près un open source comme Android, développé par Google, qui est gratuit, et regarde un petit peu ses spécificités, comment les adapter à leur système en
peut-être en développant des choses plus robustes, parce qu'ils ont des systèmes extrêmement évolués, mais néanmoins regardent en termes de coûts ces contributions open source. Donc voilà, c'est aussi un moyen que le logiciel a pour rentrer dans tous ces domaines, ces corps de métier. Je crois que c'est vrai d'une façon très générale, c'est-à-dire qu'on a pu penser à un moment qu'on pouvait un peu oublier le développement logiciel. Je pense notamment dans le monde de l'Internet où chacun pouvait faire son site en 3 clics là. Et en réalité, on se rend compte que toutes les nouvelles avancées dans ces domaines-là reposent sur du développement intense et pour faire des nouvelles applications. Et finalement, la technologie, les technologies logicielles sous-jacentes sont aujourd'hui ce qui crée de la valeur. Et quand on voit les entreprises, en particulier quelques startups israéliennes là, qui ont été rachetées des milliards par Google, à chaque fois il y a une technologie logicielle très importante. C'est beaucoup plus que le dernier site qui vend des achats groupés ou des trucs comme ça. On se rend compte que donc, le logiciel a beaucoup d'avenir. Alors après, il va évoluer en termes d'outils, de langage, de façon de faire, de processus collaboratifs. Il est vrai que de plus en plus, on achète des briques logicielles toutes faites parce qu'il ne faut pas tout refaire. Néanmoins, des systèmes intelligents apportant vraiment de la valeur ont bien souvent une collection de développeurs qui ont travaillé beaucoup. D'ailleurs, si Xavier Niel a monté cette école 42 dont on a un peu parlé, ce sont des développeurs informatiques au service de nouvelles applications Internet, parce que c'est bien là qu'est la valeur ajoutée de noyau. Alors, d'un autre côté, quand on parle de nos formations, nos ingénieurs, par exemple, vont être capables de faire du développement. La différence, c'est qu'ils ne feront pas ça toute leur vie. Voilà. Ils ont une capacité à un moment de maîtriser des outils, et puis progressivement, ils vont prendre des responsabilités, parce que justement, il y a eu des tas d'autres formes d'enseignement. Ils ont la capacité à encadrer des projets, à formuler des cahiers des charges, à manager des équipes, etc. Et c'est aussi ça qui va faire une carrière intéressante. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que nous faisons une scission entre l'informatique de gestion et l'informatique scientifique et technique? Non, plutôt. Enfin, c'est une distinction qui a existé je dirais jusqu'au début des années 80. Mais depuis 85, je dirais 85, c'est à peu près ça, on s'aperçoit que ce sont quand même les mêmes outils. Et finalement, aujourd'hui, les mêmes algorithmes, les mêmes manières de penser qu'on va retrouver aussi bien en analyse financière qu'en traitement du signal. Donc, cette distinction n'a plus de raison d'être de mon point de vue. Alors évidemment, il y a des choses qui seront peut-être plus utilisées que d'autres dans le monde, dans certains secteurs d'activité, mais là je parle de secteurs d'activité. Si je prends par exemple tout ce qui concerne l'imagerie du cerveau et la traçabilité du fonctionnement du cerveau, comment cartographier le cerveau en fonctionnement. Ça nécessite des moyens de calcul très importants, ça nécessite aussi des moyens matériels au niveau des champs électromagnétiques qui sont très importants. C'est le CEA, c'est le fidèle du CEA que la recherche s'effectue en France. Et au niveau informatique, toutes ces informations doivent être captées, collectées, traitées. Et évidemment, pour l'instant, il n'y a pas un ordinateur qui est capable de le faire. Et donc, il va falloir distribuer sur ce qu'on appelle une grille de calcul. C'est celle du plateau de Saclay. Et bien là, effectivement, on va utiliser des techniques et des langages qui sont spécialisés pour ça. Mais finalement, en météorologie, on va avoir la même chose. En physique, lorsqu'on cherche le boson de Higgs, on va avoir la même problématique. Bon, mais en analyse financière, en prévision, je dirais, sur l'évolution des cours de certaines matières premières, on manipule aussi énormément de données dans un temps qui doit être de plus en plus court. Donc, on parlait du big data tout à l'heure. Eh bien, les technologies de big data, elles s'appliquent pratiquement à tous les secteurs d'activité qui manipulent des données. Donc, finalement, les techniques, les méthodes, les outils, entre le scientifique, le technique et puis la gestion, en fait, elle bénéficie des avancées techniques. Alors, dans quel ordre ça, au niveau, je dirais, innovation et recherche, ça se passe, c'est aléatoire, ça dépend
de l'air du temps. Mais par contre, après, ça se diffuse dans tous les secteurs d'activité. C'est pour ça que je dirais qu'aujourd'hui, non, cette distinction, on la fait plus trop. Tout ça, c'est vrai, est en train de converger. C'est vrai qu'il y a une époque pas si lointaine où on distinguait l'informatique de gestion qu'on trouvait dans les banques, etc., où il y avait des traitements qui se déroulaient la nuit, etc., où on avait 24 heures pour sortir les résultats. Puis il y avait l'informatique dite temps réel, là, ce qu'on trouvait dans l'aéronautique, où là, il fallait que les ailerons répondent au millième de seconde. Et puis aujourd'hui, la gestion, elle fonctionne aussi au millième de seconde. On parlait de la finance dans les salles de marché, le trading haute fréquence, c'est ça. Les big data, c'est cela, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, on prend des décisions très très rapides, y compris dans le domaine de la gestion. Et d'ailleurs, je sais que au niveau de l'ESSIV, l'école du pôle Léonard de Vinci, on est en train de travailler sur un projet de recherche qui consiste, en liaison avec des grandes institutions scientifiques, à utiliser les calculateurs scientifiques de très haute performance au service de la gestion. On dit explicitement, on va se servir de ces calculateurs qui avaient été faits pour la météo, ou pour des choses où il y a besoin de calculs hyper intensifs, et on va voir comment ça peut s'appliquer aux problèmes de gestion, des big data, etc. Ces mondes se sont rapprochés, mais c'est vrai que c'est intéressant. Madame, vous avez une question? Non, pas une dernière, pas forcément. Les autres peuvent parler après vous. Oui. Alors, donc la question c'est, on représente des formations à bac plus 5, effectivement. Existerait-il des formations pour des jeunes n'ayant pas le bac pour aller vers ces secteurs? Alors, oui, l'école de Xavier Dienne, dont on parlait tout à l'heure, l'école 42, est ouverte à sans aucun prérequis, à part, semble-t-il, la motivation et l'appétit pour les technologies. Je veux dire que sans le bac, je pense qu'il y a un certain nombre d'écoles d'informatique du type bachelor ou autre qui peuvent se contenter d'un niveau bac ou sans forcément avoir le bac. Mais voilà, faut quand même avoir terminé le lycée, je pense. Hein, c'est ça votre question pour quelqu'un qui a échoué au bac ou... Ouais. Je pense qu'il y a un certain nombre d'écoles d'informatique. Alors, je ne saurais pas forcément les citer, mais il doit y en avoir ici. Qui donc ne sont pas des écoles d'ingénieurs, hein, qui sont des écoles qui amènent vers ce qu'on appelle des certifications professionnelles. Du côté de IT Model, c'est éditeur logiciel, des écoles, oui, il peut y avoir des écoles liées à des entreprises particulières, éditeurs logiciels, écoles chez Microsoft ou autres, c'est possible. Mais il y a peut-être aussi des écoles formelles, des établissements, mais elles sont orientées vraiment informatique, et qui sont ouvertes à des jeunes comme cela. Autre question? Pour les jeunes qui sont là, vous êtes en terminale? Vous êtes première? Ceux qui sont en première, levez la main. Juste pour voir. Terminale? Au-delà de la terminale? Non, mais vous représentez quelqu'un qui est... N'hésitez pas à poser des questions. L'international, donc les partenariats, et qu'est-ce qu'on en fait de ces partenariats avec l'étranger? Alors, dans mon cas précis de l'ISEP, nous avons 95 partenaires académiques étrangers, donc des universités en Amérique du Nord, Amérique du Sud, tout le reste de l'Europe, Asie, Inde notamment, et toute l'Asie du Sud-Est. Échange d'étudiants dans les deux sens. Actuellement, dans nos cours, nous avons en permanence 150 élèves étrangers ne parlant pas français. Je ne compte pas les élèves qui viennent de pays de langue française. Je les ai
ils ne sont pas comptabilisés. Mais si on compte que ceux qui ne parlent pas français, donc par exemple, il doit y avoir 60 Américains aux États-Unis, qui en fait, le plus gros contingent, c'est les États-Unis, chez nous, à cause de notre accord avec Stanford. Et puis le reste, c'est la Chine, l'Inde, puis après tout le Moyen-Orient anglophone, les pays de l'Est, l'Amérique latine et l'Espagne. Et nos élèves, c'est une obligation, doivent effectuer au moins un semestre complet à l'étranger. Donc ça peut être soit un stage, soit ils vont suivre les cours dans une université étrangère, donc sous notre contrôle, c'est-à-dire que, étant donné qu'ils ont choisi telle ou telle filière, eh bien, il faudra qu'ils choisissent des cours qui sont dans le domaine-là et de ce niveau-là. Donc on les accompagne dans leur choix. Et ça, c'est pour les élèves. Donc ils doivent au moins faire 6 mois à l'étranger. Ce qui veut dire qu'il faut parler au moins... De toute façon, il faut parler anglais. Alors ça j'en profite. Hein. De toute façon, il faut parler anglais. Si possible, avant d'entrer à l'école. Parce que de toute façon, il faudra 780 au TOEIC ou quelque chose comme ça. Et puis comme de toute façon, les cours sont en anglais, pour une raison très simple, c'est que les autres élèves, ils parlent pas français. Donc on ne peut pas faire cours en français. Donc tout simplement, les cours sont en anglais. Donc il faut se préparer quand même à ça. Et de toute façon, il faut une langue, aussi une seconde langue, puisque l'anglais n'étant plus considéré comme une langue étrangère, il y a obligation d'apprendre une seconde langue. Donc en général, les élèves choisissent beaucoup des langues comme le japonais, le chinois, le russe, l'espagnol, des langues comme ça. Et c'est sûr que l'international, c'est important. On part à l'étranger et de toute façon, sur place, on baigne dans un environnement international. Et puis les professeurs, de toute façon, le corps professoral dans toutes nos écoles est quand même, je dirais, très international. Nous avons des professeurs américains, chinois, etc. Et moi-même, moi j'ai fait mes études à l'étranger. Oui, le CE c'est exactement le cas. Les étudiants partent à l'international en première année du cycle ingénieur, un semestre, et également en dernière année pour effectuer soit un semestre, soit une summer school. Ils ont, en termes de bicursus, il y a des bicursus aussi en France. Ils travaillent avec des universités. Ils ont la possibilité d'avoir un double diplôme en dernière année avec UPMC, Paris Sud, Télécom Paris, Supélec, entre autres, et des écoles de management. On travaille avec Audencia, avec le SCE, avec l'IAE. Voilà des partenariats aussi qui donnent une autre dimension que technique à des étudiants qui auraient la volonté d'aller plus sur une carrière liée au management. Voilà. D'une façon générale, l'international est présent effectivement aujourd'hui dans toutes nos formations, sur le campus et dans les obligations d'aller à l'étranger. Et c'est une très bonne chose. Hein. On le constate, il n'y a jamais un jeune ayant fait un semestre à l'international qui revient pareil. Il revient différent, il a d'autres projets, ça a ouvert le champ, ça a donné des ambitions différentes, ça fait toujours évoluer les projets, presque indépendamment d'ailleurs de notre thème des nouvelles technologies. Là, ça c'est vrai dans l'enseignement supérieur. Si vos enfants ou vous-même avez fait des études supérieures, profitez au maximum de toutes les opportunités internationales. C'est vraiment un accélérateur d'ambition et surtout de diversification et de centres d'intérêt. Oui, madame. Alors, la première chose, c'est que le pourcentage de jeunes filles dans les écoles liées aux nouvelles technologies est faible. Alors le faible va de 5 à 30% quand même. 35, voilà. Ça dépend quand même des cursus. Je dirais que plus les cursus sont généralistes et pas trop hyper développeurs informatiques et tout ça, dès qu'on ouvre davantage, et plus il y a de filles intéressées. Hein. Bon, moi je sais qu'à l'ESSIM, on a un petit 30%, hein, ce qui est pas mal hein, pour une école d'ingénieur. Bon, je crois qu'on doit être un peu dans ces eaux-là, un petit peu moins l'ISEP. Voilà. Et pourtant, les
les entreprises recherchent de plus en plus à avoir des équipes mixtes dans leurs organisations sous forme de projets, etc. Il y a vraiment une recherche active. Et alors je sais que c'est l'année de la mixité, là, cette année en France. Et donc ça va être l'occasion d'un certain nombre d'opérations pour valoriser la mixité dans beaucoup de métiers. Et c'est vrai que ces métiers des nouvelles technologies, les entreprises en cherchent et les filles réussissent au moins aussi bien que les garçons, si ce n'est mieux. Parce que ce sont beaucoup de métiers justement de communication, de travaux en équipe, pour lesquels les filles ont des capacités naturelles supérieures. Et voilà, donc notre problématique, c'est effectivement de faire en sorte qu'elles s'y engagent. Et on travaille d'ailleurs là-dessus. Il y a des associations. Il y a des associations de promotion des métiers des filles. Il y a une association qui s'appelle Elle Bouge, qui rassemble des grands industriels dans le domaine des transports, de l'énergie et du numérique pour sensibiliser les jeunes filles à tous ces métiers, dans lesquels on les attend de pied ferme et où parfois même elles ont des rémunérations supérieures aux garçons justement pour valoriser la rareté. Je rejoins tout à fait ce que dit Pascal. Et bon, après, il y a des domaines qui attirent plus. Nous, on voit que la partie santé, c'est plus féminin, ça c'est clair. Et là, on a dépassé les 30%. Mais après, il y a un peu d'hypocrisie, je pense, en France, parce que, évidemment, Elle Bouge, beaucoup d'écoles sont dans ces associations avec des industriels comme PSA, comme Alstom. Mais quand on regarde le CAC 40 et les responsables, les directeurs de ces entreprises, il y a quand même très peu de femmes. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une diffusion qui devrait être par le haut. Là, en bas, tout est fait, ça c'est clair. Les écoles investissent, les écoles il y a la promotion de ces carrières scientifiques auprès des filles, mais il faut qu'il y ait un effort qui soit fait par le haut aussi, je pense. Alors il y a quand même, peut-être une petite exception à la règle, c'est les métiers du consulting. Dans les sociétés comme Accenture, où il y a beaucoup d'audits, donc des capacités d'écoute et ensuite de rédactionnel, de retransmission de ce qu'on a compris et de le formaliser, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement les femmes réussissent très bien dans ce domaine-là, et effectivement les sociétés de consulting, même dans les domaines de technologie, donc des systèmes d'information, eh bien elles réussissent très bien, elles sont peut-être en légère majorité dans ces domaines-là. Une petite dernière question. Oui, monsieur. Comment se situe la France dans le niveau de recherche facilement? Comment se situe la France dans le monde des nouvelles technologies, au sens large? Gilles? Alors déjà, la recherche en France, on ne peut pas la présenter comme ça. Aujourd'hui, la recherche, elle est européenne. Tous les contrats de recherche, pratiquement dans lesquels on participe à l'ISEP, toutes les équipes de recherche dont nous faisons partie, on travaille sur des projets européens au minimum. C'est vraiment le minimum. C'est rare qu'on travaille sur des projets franco-français. Donc déjà, c'est forcément au niveau européen qu'on intervient. Ensuite, de toute façon, même au niveau international, nous, lorsqu'on est sur un projet de recherche, eh bien, il y aura un laboratoire à Singapour, un autre à Taïwan qui va intervenir, ou en Inde. Donc il y a des parties qui vont être effectivement conçues et réalisées en France, puis d'autres qui vont être faites parce que c'est très spécialisé. Les compétences au niveau de la recherche sont très diffusées, et généralement, aussi grâce à l'internet, maintenant on est capable de travailler ensemble sans être obligé de se déplacer. Donc ça favorise l'internationalisation de la recherche. Maintenant, si on parle en termes de positionnement, de ranking, je dirais que la recherche française a depuis toujours un caractère fondamental. C'est-à-dire que sur des sciences fondamentales, vraiment en physique, des états condensés, en chimie, il suffit de regarder le nombre de prix Nobel qui sont français sur ces dernières années, des prix Nobel de physique, de physique-chimie, eh bien on voit que nous sommes dans ces domaines-là très bien positionnés. Par contre, j'admets que sur peut-être la recherche appliquée, dans des technologies même comme l'électronique, eh bien d'autres pays sont peut-être mieux débrouillés que nous, mais c'est aussi une question d'engagement. Si on prend l'exemple de la Corée du Sud, qui pendant
10 ans, a investi 47% du PIB. J'ai bien dit 47% du PIB. Il faut savoir qu'en Europe, hein, la moyenne se situe en dessous, enfin, on est en dessous de 3%. Donc si vous voyez un État, hein, il prend 47% de son PIB et le dédie à la recherche dans un domaine. Nous, on fait de l'émiettage, on met de la recherche dans ceci, dans cela. Là, non, ils ont décidé que pendant tant d'années, ils mettraient le paquet sur les écrans plats. Résultat aujourd'hui, votre écran, il est marqué Samsung, il est marqué LG, puis de toute façon, il peut mettre n'importe quelle autre marque, il vient de Corée. Donc, il y a une différence. Mais dans les sciences fondamentales, nous sommes bien placés, très bien placés. Dans des choses qui sont plus avec une technologie à la clé derrière, c'est-à-dire de la recherche appliquée, là par contre, on ne fait pas l'effort certainement financier pour être compétitif par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, le Japon et même aujourd'hui l'Inde et la Chine. Et si on revient sur les jeunes et leur orientation, on peut très bien, après, dans ces domaines-là, aller faire de la recherche. Il y a des laboratoires, des beaux laboratoires dans les universités, au CNRS, dans les grandes entreprises, et les laboratoires étrangers accueillent les chercheurs français sans aucune difficulté. Voilà. Une carrière de chercheur est tout à fait possible. Merci à vous, bonne fin de salon et bon choix d'orientation.